Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Aujourd'hui, je vais mettre en évidence la signification de plusieurs messages qui sont imbriqués dans le film Black Panther. Non pas que vous n'avez pas vu ces messages, mais c'est surtout que vous ne connaissez pas certains éléments historiques auxquels se réfèrent ces messages. Pour commencer, le film a été réalisé par Ryan Coogler. C'est l'un des plus jeunes réalisateurs auxquels les studios Marvel s'adressent. Et les studios Marvel lui ont confié pas moins de 200 millions de dollars pour réaliser ce blockbuster. Ce qui est encore plus inédit, c'est que Ryan Coogler ne comptait que 2 films à son actif lorsque les studios Marvel ont fait appel à lui. Alors seulement 2 films, on pourrait se dire que Ryan Coogler manque d'expérience, mais il se trouve qu'au contraire, ces 2 films ont révélé que tout ce que touche Ryan Coogler, il le transforme en or. En 2013, Ryan Coogler relève son premier défi cinématographique avec le film Fruitvale Station. Et tendez bien l'oreille, ce premier projet indépendant, dont le budget était dérisoire, a rapporté 16 fois le coût de tournage. Et Fruitvale Station a également remporté la plus haute distinction au Festival international Sundance. C'est son tout premier film, mais Ryan Coogler révèle déjà son soutien à la communauté noire américaine dans la lutte contre les brutalités policières. En effet, Fruitvale Station raconte l'histoire vraie d'Oscar Grant, 22 ans, qui a été abattu dans le dos par un policier dans une station de métro. Let him go! What the fuck? Cet incident tragique s'est ajouté à des centaines d'autres où à chaque fois des Noirs américains non armés, non dangereux et non agressifs sont soit interpellés avec une force exagérée, soit carrément abattus. Donc avec le film Fruitvale Station, Ryan Coogler choisit de rentrer dans la carrière cinématographique avec un message très politisé. Son deuxième défi, il le relève également haut la main puisqu'il s'agit de Creed. Non seulement il dirige brillamment l'acteur légendaire Sylvester Stallone, en plus il fait découvrir Michael B. Jordan et Mangue sur le panier de fruits. Eh bien la recette du film est de 173 millions de dollars alors que l'investissement de départ était de 40 millions. Avec le succès de Creed, Ryan Coogler est propulsé dans l'élite des réalisateurs bankable. Les réalisateurs bankable, ce sont par exemple James Cameron, Steven Spielberg, George Lucas et du côté de la France, Luc Besson. Ce sont des réalisateurs dont absolument tous les projets cinématographiques sont lucratifs et sont des succès internationaux. C'est donc à la suite des 2 exploits de Ryan Coogler, Fruitvale Station et Creed, que les studios Marvel entendent parler de Ryan et décident de faire appel à lui pour la direction de Black Panther. Ryan s'est emparé de ce 3e défi et il a explosé tous les records. Des records dans l'histoire du cinéma à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, ainsi que dans l'histoire des studios Marvel. D'ailleurs, au moment de sa sortie, le film Black Panther écrase tous les scores que Marvel avait obtenus jusque-là avec ses films précédents. Premier exploit, le film qui avait coûté 200 millions de dollars a remboursé totalement son budget en 48 heures. Deuxième exploit, la recette de Black Panther a surpassé celle d'Avatar. Ce n'était jamais arrivé auparavant depuis la sortie du film Avatar. Finalement, après une série de records qui a bouleversé l'industrie du cinéma et qui a provoqué une véritable frénésie médiatique, eh bien le film Black Panther de Ryan Coogler a atteint
1,3 milliard de dollars de recettes. Et ce, en quelques semaines seulement dans les salles. C'est un record pour les studios Marvel. Ils n'avaient jamais atteint une telle recette pour un film de super-héros en solo. Alors pour tous ceux qui prennent Marvel pour du pur divertissement, de la pure légèreté, sachez que chaque bande dessinée et chaque film est empreint d'idées profondément politisées. Ça peut être le féminisme, ça peut être la dénonciation de la discrimination raciale ou ça peut être aussi de la propagande anticommuniste. Et Ryan Coogler s'est parfaitement inséré dans cette ligne directive de revendication. Au-delà des costumes magnifiques, des coiffures très sophistiquées et des merveilleux paysages africains, Ryan Coogler a véritablement souhaité valoriser la communauté noire et particulièrement les Africains. Par exemple, on remarque que toutes les coiffures du film valorisent le cheveu crépus. Il y a d'ailleurs cette scène très significative où Okoye, la générale des Dora Milaje, se plaint de porter des cheveux qui ne lui correspondent pas, qui ne lui ressemblent pas, des cheveux lisses. Quelques minutes plus tard, elle profite d'une altercation pour se débarrasser de la perruque aux cheveux lisses. Dans cet acte du rejet de la perruque, il y a deux symboles. Le premier est que Okoye utilise la perruque pour camoufler sa véritable identité. Sous-entendu que lorsqu'elle porte des cheveux qui ne sont pas les siens, elle n'est pas elle-même, elle est masquée. Et elle ne récupère son identité que lorsqu'elle n'a plus ses faux cheveux sur la tête. Le deuxième symbole, c'est que cet acte du lancer de perruque est une référence directe à l'acte militant et rebelle de la mannequin Alek Wek en 1998. Alek Wek est l'une des top modèles les plus renommées au monde. Elle est d'origine soudanaise et elle a travaillé avec Dior, Lagerfeld, Chanel, Armani, Gaultier, bref, toutes les grandes marques de luxe se l'arrachent. Mais avant de connaître ce succès, Alek Wek a risqué gros au défilé de Betsey Johnson en 1998 lorsqu'elle se rebelle contre le fait de porter une perruque blonde et raide pour défiler. Alek Wek n'a certainement pas apprécié la falsification de son apparence et du coup, en plein milieu du défilé, elle jette sa perruque d'un geste insolent. Son geste a provoqué un scandale retentissant dans le milieu de la mode, mais Alek Wek ne s'est pas laissé déstabiliser et elle a par la suite expliqué aux médias que tous ceux qui veulent travailler avec elle se doivent d'accepter son identité de femme noire africaine et ceci est non négociable. Alek Wek a pris un gros risque en affirmant son africanité de la sorte puisqu'elle aurait pu être écartée définitivement du milieu de la mode. Heureusement pour elle, son succès n'a jamais cessé et aujourd'hui encore, elle est reconnue parmi les plus célèbres top modèles au monde. Et bien exactement 20 ans après, Ryan Coogler a souhaité rendre hommage à cette rébellion. Il a donc placé ce geste dans le film et aujourd'hui c'est devenu une scène culte de ce blockbuster. Et en parlant d'Okoye, la générale des Dora Milaje, est-ce que vous saviez que là encore il y a un message fort? En fait, Okoye incarne la générale Sedong Ongbe qui a réellement existé dans le royaume du Dahomey. Sedong Ongbe a existé au 19e siècle, elle était la chef de 6000 Minos. Justement, les Dora Milaje du film Black Panther incarnent en réalité les Minos du royaume du Dahomey. Et tandis que Okoye est la chef des Dora Milaje dans Black Panther, en réalité, il s'agit de Sedong Ongbe qui était la chef des Minos dans le royaume du Dahomey au 19e siècle. Les Minos étaient la garde d'élite du roi du Dahomey, exactement comme les Dora Milaje dans le film Black Panther. Sedong Ongbe a dirigé avec succès pendant des années cette armée de femmes. Elles étaient réputées pour être disciplinées et coriaces. Et ce sont exactement les caractéristiques des Dora Milaje. Il faut préciser que Ryan Coogler a voulu se rapprocher au maximum de la réalité. Il a donc choisi la couleur dominante des Minos pour les attribuer aux Dora Milaje. Dans la bande dessinée Marvel, la couleur dominante des Dora Milaje est le violet. D'autre part, les guerrières Minos portaient les cheveux courts ou rasés. Et il se trouve que Ryan Coogler a attribué également des crânes rasés à ces Dora Milaje. Initialement, les Dora Milaje de la bande dessinée avaient des cheveux. Tous ces petits détails indiquent que c'était une véritable volonté de la part de Ryan Coogler
de se rapprocher au maximum de Sedong Hongbe et de ses Minos du Dahomey afin de jeter la lumière sur leur héroïsme et surtout sur leur histoire oubliée. Et pour rester sur les personnages des femmes, Ramonda, la mère de Black Panther, est également un symbole qui a deux significations. En fait, elle se rapporte à deux héroïnes africaines qui ont réellement existé. La première, il s'agit de Nandi, la mère de Shaka Zulu. Les nombreuses similitudes entre Nandi et Ramonda ne sont pas du tout des coïncidences anodines. Au XVIIIe siècle, en Afrique du Sud, Shaka Zulu est le fils du roi. Il est destiné au trône, mais son rival l'agresse pour l'empêcher d'accéder au trône et pour prendre sa place. Nandi, la mère de Shaka Zulu, se voit obligée de fuir le royaume avec son fils pour lui épargner la mort. Plus tard, Shaka Zulu reviendra dans son royaume plus fort que jamais. Il vaincra son adversaire et il récupérera le trône qui lui revient de droit. Nandi va alors devenir la mère de l'empereur le plus puissant de son époque dans cette zone. Ryan Coogler a repris les grandes lignes de cette histoire avec le film Black Panther, puisqu'on se rend compte que Ramonda, la mère de Black Panther, est obligée de fuir le royaume du Wakanda pour éviter la mort. Finalement, Black Panther revient plus tard, triomphe de son adversaire et obtient le trône qui lui revient de droit. Ramonda devient alors la mère du roi du Wakanda, c'est-à-dire le roi le plus puissant aux alentours. On remarque d'autres similitudes. Nandi, la mère de Shaka Zulu, a deux enfants, un fils aîné et une fille. Et Ramonda, la mère de Black Panther, a également deux enfants, un fils aîné, T'Challa, et une fille, Shuri. La deuxième héroïne africaine qui a guidé l'histoire de Ramonda, eh bien il s'agit de Miriam Makeba, cette sud-africaine chanteuse de jazz. À travers ses chansons, Miriam Makeba a dénoncé le système de l'apartheid qui séparait les blancs et les noirs en Afrique du Sud. À cause de cette dissidence qui devenait dangereuse pour elle en Afrique du Sud, elle risquait soit la prison, soit d'être assassinée. Et bien à partir de 1959, Miriam Makeba a dû fuir l'Afrique du Sud. Pour autant, elle a continué sa lutte anti-apartheid depuis l'extérieur de l'Afrique du Sud et elle a notamment plaidé sa cause aux Nations Unies pour demander aux Nations Unies d'intervenir et de sanctionner l'Afrique du Sud. On remarque que dans le film, Ramonda, la mère de Black Panther, doit s'exiler par mesure de sécurité. Mais elle continue la lutte depuis l'extérieur et elle va plaider sa cause dans le royaume des hommes singes, devant le roi Mbaku, à qui elle demande d'intervenir exactement comme Myriam est allée demander l'intervention des Nations Unies. D'autre part, Miriam Makeba s'est mariée à Stokely Carmichael, qui était le chef du parti politique des Black Panthers. Et il se trouve que dans le film, Ramonda est l'épouse du chef du Wakanda, le roi T'Chaka. Le roi T'Chaka était Black Panther avant de léguer cette responsabilité à son fils T'Challa. Donc on remarque que Myriam et Ramonda sont toutes les deux les épouses de chef et les épouses de Black Panther. Miriam Makeba a également obtenu le surnom de Mama Africa et Ramonda, elle, est la reine-mère du Wakanda, donc la mère du Wakanda. Et le clin d'œil le plus flagrant que Ryan Coogler réserve à Miriam Makeba, eh bien c'est tout simplement la photo du personnage Ramonda qui a été utilisée pour faire la promotion du film. On remarque que Ramonda prend quasiment la même pose que Miriam Makeba sur l'un de ses albums très célèbres. D'autre part, Ramonda porte la coiffe zoulou sur cette photo, exactement comme Miriam Makeba portait sa coiffe zoulou traditionnelle sur la couverture de cet album. Maintenant, tendez l'oreille très attentivement parce que je vais vous révéler des messages que vous n'avez sans doute pas remarqués dans le film Black Panther. Derrière l'aspect imaginaire de l'univers Marvel, Ryan Coogler a abordé des problèmes très graves de notre réalité. D'abord, la menace qui pèse sur la biodiversité de la planète avec l'extinction de nombreuses espèces. Et ensuite, le danger que court le patrimoine spirituel de certaines sociétés africaines. En fait, l'herbe cœur du film Black Panther incarne la plante iboga qu'on retrouve au Gabon. L'iboga est un arbuste très rare puisqu'il ne pousse que au Gabon. Ses racines sont réduites en poudre et ingérées lors d'une cérémonie qui s'intitule le Bwiti afin de permettre à son consommateur de plonger dans un songe qui le met en contact avec ses ancêtres
qui lui permet de poser des questions afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et sages. Or, on remarque que dans le film, Black Panther ingère l'herbe cœur après que cette herbe ait été pilée, et les effets de cette herbe cœur, c'est de le plonger dans un songe qui l'emmène vers ses ancêtres, notamment vers son père, à qui il peut poser des questions de façon à mieux appréhender la gestion du royaume du Wakanda. L'herbe cœur du film présente donc les mêmes vertus que l'iboga du Gabon. D'autre part, l'iboga et l'herbe cœur sont préparés de la même façon. Dans les deux cas, le maître de cérémonie s'accroupit pour pouvoir réduire en poudre et il effectue la préparation en présence des 4 éléments dont le feu. Dans les deux cas encore, le maître de cérémonie arbore le même type de maquillage. Dans le film, Zuri, qui maîtrise les plantes médicinales, porte le même type d'ornement facial que les maîtres des cérémonies Bwiti du Gabon. Et remarquez que dans le film, au moment de la cérémonie avec l'herbe cœur, il y a la présence d'enfants dont le visage est recouvert d'argile blanche. Eh bien, on se rend compte que dans les cérémonies Bwiti, il y a également la présence d'enfants avec le visage recouvert d'argile blanche. Ces enfants symbolisent la pureté et garantissent que le songe se déroule correctement et que la personne reprenne conscience sans rester coincée dans le songe. L'herbe cœur du film Black Panther fait donc référence directement à l'iboga du Gabon. L'iboga possède également de précieuses propriétés médicinales. Elle guérit de la maladie de Parkinson, elle guérit de la maladie d'Alzheimer et surtout, elle neutralise les addictions à des drogues dures. Donc depuis une 50aine d'années, les Occidentaux se procurent l'iboga à n'importe quel prix. La conséquence est que, comme ce sont les racines de l'iboga qui sont utilisées pour ses vertus, eh bien on arrache l'arbuste du sol, on coupe ses racines, on ne replante pas l'iboga. Donc l'iboga est en train de disparaître massivement. Et justement, Ryan Coogler sensibilise les spectateurs face à cette extinction à travers la scène où Killmonger met le feu à l'herbe cœur pour la faire disparaître totalement. Et la disparition de l'iboga n'entraînerait pas seulement la perte d'un trésor médicinal inestimable, elle entraînerait également la mort d'une spiritualité centenaire, le Bwiti. Ryan Coogler s'est donc servi de ce blockbuster pour dénoncer avec subtilité deux graves dangers qui pèsent à la fois sur la planète et à la fois sur nos sociétés. Ryan Coogler a également transmis un autre message important, mais cette fois-ci hors caméra. En fait, il a choisi des femmes à des postes clés pour la réalisation du film, ce qui envoie un message d'émancipation, de force et d'audace à toutes les femmes du monde. D'abord, il a confié la lourde responsabilité des décors à Anna Beachler. Cette femme a imaginé absolument tous les décors du film et elle a dirigé une centaine de personnes pour pouvoir les concevoir. Donc si vous avez apprécié la capitale du Wakanda, les rues de la ville, la salle du trône, la nécropole, la merveilleuse cascade où Killmonger se bat contre Black Panther, la savane au baobab, le laboratoire high-tech de Shuri et tous les autres paysages merveilleux du film, sachez que vous le devez à une femme, Anna Beachler. Ryan Coogler a fait d'elle une pionnière puisque malgré tous les films Marvel qui existent, c'est la première fois que les studios Marvel ont une femme qui réalise les décors. Et Ryan Coogler lui a confié un budget de 30 millions de dollars pour accomplir cette tâche. Et Ryan Coogler ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a confié la conception des costumes à Ruth Carter, une autre femme. Que ce soit les robes de casino de Nakia et Okoye, que ce soit les armures des Dora Milaje, les robes somptueuses de la reine Ramonda ou encore la toge imposante de Shuri, Ruth Carter a eu recours à un savant mélange entre la tradition africaine et la modernité. C'est également elle qui a choisi les coiffures de tous les personnages, que ce soit le crâne tatoué de Okoye, les locks de Killmonger, les bantu notes de Nakia ou les locks de la reine Ramonda. Le travail de Ruth Carter a contribué à une meilleure représentation de la mode et de l'esthétisme africain. Même avec le costume de Mbaku qui est fait de poils, elle a réussi à s'éloigner de l'Africain qui porte des peaux de jaguar, des cornes et des os dans le nez.
Les décors et les costumes de ce film ont provoqué un véritable tournant dans la représentation médiatique de l'Afrique. Et cette représentation moderne et gracieuse a imprégné les esprits de la nouvelle génération. Elle les a également beaucoup inspirés. L'œuvre remarquable de ces deux artistes a été reconnue par leur père puisqu'elles ont été récompensées à la cérémonie des Oscars de 2019. Elles ont chacune reçu un Oscar. Donc Anna Beachler a reçu l'Oscar des meilleurs décors pour 2019 et Ruth Carter a obtenu un Oscar pour les meilleurs costumes. D'ailleurs, le film Black Panther a été nominé dans 7 catégories à la cérémonie des Oscars 2019. C'est du jamais vu, à la fois pour les studios Marvel et à la fois pour un film de super-héros. Donc vraiment, Ryan Coogler a repoussé toutes les limites avec ce film. Et parmi les nombreux messages que Ryan Coogler a semés dans le film Black Panther, eh bien il y a celui qu'on peut faire confiance à des femmes pour des postes qui jusque-là étaient monopolisés par les hommes. La preuve en est, il fait confiance à 2 femmes pour 2 postes clés sur le film. Ces 2 femmes remportent chacune un Oscar. Voilà ce qu'il en est pour les messages que contient Black Panther et que vous n'aviez pas forcément décryptés. L'épisode touche à sa fin, mais sachez que je n'ai pas pu entrer dans certains détails. Si vous souhaitez approfondir sur les messages que je vous ai fait remarquer et si vous souhaitez accéder aux petites biographies de Ruth Carter et Anna Beachler, sachez qu'un article complet est présent sur le site www.grandeurnoire.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je félicite ma costumière à moi. Ce n'est pas Ruth Carter, mais elle a autant de valeur. Il s'agit de Washi Création. Et pour cet épisode, elle m'a confectionné un nœud papillon avec la touche que j'adore, les coris. Elle m'a également fait les boucles d'oreilles assorties. Je vous invite à découvrir ses créations parce qu'elles sont très diversifiées. Vous trouverez tous les liens de ses réseaux en barre d'infos. Merci encore à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.